et je m'occupe de l'événementiel chez Welcome to Jungle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent peu, on est le média qui aide à la fois les candidats et les recruteurs à s'orienter dans la jungle de l'emploi. Et on produit différents contenus pour les aider, donc nos magazines, notre site internet qui permet de découvrir des boîtes de l'intérieur, nos événements, nos magazines papier. L'événement de ce soir s'appelle le Shaker et l'objectif, c'est une fois tous les 2 mois de vous proposer un point de vue sur un sujet RH, de tenter de répondre à des problématiques assez concrètes que vous rencontrez et surtout de parler de manière transparente de tout ça. Donc là, l'échange va durer 45-50 minutes. Ensuite, il y aura un moment pour les questions et pour aussi les partages d'expériences. Donc si vous avez des conseils, des choses à partager, n'hésitez pas, ce sera le moment. Et ensuite, on pourra boire un verre tous ensemble juste là-bas. Donc ce soir, vous le savez, on va parler de la culture d'entreprise dans un contexte qui est assez particulier, donc c'est celui de l'hypercroissance. Pendant cette période, la société peut se transformer, c'est le moment où il y a des nouvelles recrues qui se succèdent. D'ailleurs, vous vous retrouvez très souvent avec plus de nouveaux collaborateurs que d'anciens. Et il y a aussi d'autres choses qui changent, potentiellement les priorités business et organisationnelles. Et au-delà d'accueillir, de créer du lien, c'est aussi plusieurs points clés et de process qu'il faut questionner pour pouvoir embarquer tout le monde dans la même direction. Donc avec le retour d'expérience de nos intervenants qui vivent en fait actuellement cette période d'hypercroissance, on espère pouvoir vous donner quelques conseils pour que vous puissiez implémenter des bonnes pratiques au sein de vos entreprises. Donc je vais les présenter rapidement. Donc ce soir, on a avec nous Milena Lemanque, qui est Talent Acquisition et Employer Brand Manager chez Captain, anciennement chauffeur privé pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, qui est donc l'un des leaders du VTC en France. Et aujourd'hui, l'entreprise compte près de 300 collaborateurs. Et Milena coordonne la stratégie globale de recrutement sur les différents bureaux et manage aussi une équipe de plusieurs recruteurs. Christophe Darniès, qui est Chief People Officer chez Mano Mano, la marketplace spécialisée sur le bricolage et le jardinage que vous connaissez tous, je pense. Et donc l'entreprise est en hypercroissance et a d'ailleurs levé 110 millions d'euros début avril pour étendre encore son développement. Et Christophe pilote tous les sujets liés aux ressources humaines depuis 1 an maintenant. Voilà pour cette longue introduction. Je vais laisser la parole à nos intervenants et peut-être commencer par nous donner quelques chiffres et nous dire qu'est-ce que l'hypercroissance c'est chez vous en ce moment. Bonsoir Aurélia, bonsoir à tous. Et je trouve que c'est un super bon sujet et c'est un sujet qui est compliqué, l'hypercroissance. Pour vous donner quelques chiffres, pour qu'on mette ça en perspective, Mano Mano a 5 ans d'existence. Aujourd'hui, la plateforme, elle fait à peu près 1,5 milliard d'euros de volume d'affaires. On était 300 au début de l'année, on sera 400 à la fin de l'année. Mano Mano est présent dans 6 pays, donc il y a une thématique internationale. Tu le disais, c'est le leader digital sur tout ce qui est vertical, bricolage et jardinage. Et on est aussi présent non seulement à Paris, mais aussi à Bordeaux et Barcelone. Et la croissance, ça représente à peu près un taux de 70% par an. Donc évidemment, ça pose d'énormes questions. Très belle croissance. Merci. Donc sur la partie Captain, donc effectivement on est 280 à peu près aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'on existe et on a toujours parlé d'hypercroissance, donc c'est juste que le rythme ne fait que s'accélérer. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière on a fait 115 recrutements essentiellement pour Paris et un petit peu Lisbonne, Genève et Londres. Cette année, là au moment où je vous parle, on est déjà à 72 recrutements sur toutes ces localisations. Et on devrait terminer l'année, donc on est 280, on devrait terminer l'année à 400-450 personnes. Donc c'est une hypercroissance qui ne fait que s'accélérer. Du coup, j'ai pas plus de superlatifs, mais ça va très très vite pour nous. Il y a aussi l'hypercroissance sur l'ouverture à l'international. Donc là, j'ai cité déjà 3 villes. On prévoit d'ouvrir encore des villes là, dans les prochains mois. Et donc chaque ville, en fonction du potentiel business, va aussi beaucoup recruter. Je peux juste citer Londres qui va bientôt se lancer et c'est le plus gros marché VTC en Europe, donc une grosse perspective de recrutement. Ils seront sans doute plus nombreux que nous à Paris à un moment. Voilà. Est-ce que, juste pour compléter, tu peux nous dire comment vous êtes organisé, notamment sur la partie RH, pour réussir à piloter tous ces sujets? Alors, c'est encore en construction, mais au moment où on se parle, donc l'équipe RH à Paris, on est 12 personnes et c'est organisé par spécialité. Donc, il y a l'équipe recrutement et marque employeur, on est 7. Ensuite, on a une personne qui gère la partie talent dev. On a une office manager qui s'occupe aussi de l'onboarding.
un responsable compensation and benefits et une personne, une HRBP qui gère la partie admin, donc 12 pour l'instant. Et on a recruté il y a peu de temps une RH pour Londres qui va du coup s'occuper localement notamment des recrutements de la partie admin, et on va aussi ouvrir un poste de RH à Lisbonne. Donc en fait notre volonté ça a été non pas de staffer énormément l'équipe siège, mais aussi de localiser la fonction RH pour les thématiques notamment recrutement, onboarding et admin. Par contre tout ce qui est talent dev, on en parlera peut-être, mais les carrières pass, la communication, les politiques de rémunération resteront forcément au siège. D'accord. Christophe, pourquoi l'hypercroissance, c'est une période assez cruciale pour questionner justement la culture d'entreprise et peut-être la repenser? Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on fait face à un paradoxe. C'est-à-dire que le rythme de croissance humain, c'est une croissance qui est linéaire. Alors que le business, lui, il est en hypercroissance. Et donc, il y a un paradoxe à réconcilier entre ces deux choses-là. Et nous, en fait, ce à quoi on est confronté, pour prendre une image, c'est passer de la start-up à la scale-up, c'est-à-dire de passer de l'enfance à l'adolescence. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour grandir finalement sans perdre notre âme. Et donc, c'est à la fois la compagnie qui grandit, l'ensemble de la société, mais c'est aussi les équipes et puis c'est les individus. Et nous, notre promesse vis-à-vis de chaque employé qui rejoint Mano Mano, c'est de faire grandir. C'est ça notre mission, c'est ça la mission au sein des people, enfin de l'équipe dont je m'occupe. Nous, on est une quinzaine, structurée un petit peu de la même manière que chez vous. Et j'allais dire, derrière tout ça, en fait, il y a la question de comment est-ce qu'on garde notre ADN. Donc, comment est-ce qu'on reste agile? Comment est-ce qu'on garde notre culture tech? Comment est-ce qu'on garde le feu entrepreneurial? Et à mesure qu'on grossit, comment est-ce qu'on garde tout ça? Et la question à la fois de mettre en place tout un tas de choses et de structurer notre organisation et la manière dont on grandit, donc la partie de scalability, prévoir des projets qui tiennent aujourd'hui pour 300 personnes, mais qui tiendront demain pour 600 ou 1000. Et puis à la fois, par rapport à notre promesse de faire grandir, qu'est-ce que c'est que le développement des talents et comment on peut accompagner les gens qui nous rejoignent pour que tout le temps qui passe chez Mano Mano, ce soit un temps de croissance personnelle également. Il y a peut-être une première étape, c'est les valeurs quand on est en train de grandir et qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans la société. Je crois que Milena, vous, ça a été un des premiers steps quand vous avez commencé à beaucoup grandir, beaucoup recruter. Comment vous avez un peu questionné ça et repensé les valeurs? Comment vous les avez construites aussi, reconstruites? Exactement. En fait, on s'est retrouvés dans une situation où il y a des valeurs qui avaient été proposées par les fondateurs. Je ne saurais pas dire, il y avait peut-être 50 personnes dans la boîte à ce moment-là, qui n'ont pas vraiment perduré. Enfin, en fait, personne les animait, personne les faisait vivre, on les utilisait pas du tout dans nos process. Elles avaient été créées, mais personne n'en avait spécialement connaissance, quoi. Voilà, ou en tout cas, peut-être quand il y avait 50 personnes, moi quand je suis arrivée, il y avait à peu près 130 personnes dans la société, je les ai vues affichées quelque part, je les ai jamais retenues, je serais pas capable de vous les citer, elles n'étaient pas vraiment utilisées. Et donc du coup, je saurais pas vous dire qui a pris cette initiative, mais ça c'est devenu évident pour tout le monde de se dire, ok, il faut qu'on définisse nos valeurs, qu'on bosse un petit peu sur la question, qui on est. Donc on a initié cette question. On devait déjà être un peu plus de 200 personnes pour donner un ordre de grandeur. Et en fait, la manière dont ça a été fait, j'ai pas initié moi le sujet, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. C'est que c'est l'équipe RH qui s'est dit, ok, on va profiter d'un événement qui était organisé, c'est-à-dire qu'il y avait un off-site qui se faisait à Marrakech quelques jours pour fêter notamment le fait qu'on s'était fait racheter, que la période avait été assez intense en 2017. Donc on a emmené tous les collaborateurs à Marrakech. Et on s'est dit, profitons-en on a fait venir des personnes de l'extérieur pour nous aider à animer en fait un workshop avec tous les collaborateurs. Et on s'est dit, on va définir ensemble nos valeurs. Donc on l'a pas fait de manière top-down. Les personnes juste qui vous ont aidé, c'était des coachs qui étaient spécialisés sur la question. Voilà, exactement. Et donc en fait la manière dont on l'a fait, c'est qu'on s'est dit on va partir des comportements, des attitudes. Donc il y avait plusieurs petits groupes sur un système paperboard, on brainstorm tous ensemble et puis on essaye de dire ok, qu'est-ce qu'on aime chez chauffeur privé à l'époque, qu'est-ce qu'on a envie de conserver, c'est quoi les comportements parmi
c'est quoi nos comportements, qu'est-ce qui nous décrit en fait le mieux. Donc il en est ressorti plein de choses. Ça va depuis on aime faire des soirées quand on doit célébrer un succès, on aime le fait d'aller vite, on aime les campagnes de com un petit peu décalées, même si ça fait pas l'unanimité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Qui sont pas forcément des valeurs en brut, en fait. C'est voilà, plus, au départ, c'était plutôt des comportements, des anecdotes, des situations qu'on a aimées, qu'on aimerait reproduire, ou alors des rituels qu'il y avait dans certaines équipes ou au global, en fait, dans l'entreprise. Donc, c'est parti de là. On est sorti de cet off-site avec plein d'infos dans tous les sens. Et en fait, c'est la directrice marketing, c'est pas l'équipe RH qui a initié la suite du processus. Donc, ça a duré assez longtemps. Après cet off-site, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de rassembler toutes les idées. Et en fait, il en était ressorti 3 groupes d'idées qui pouvaient représenter 3 valeurs, 3 types de comportements qui se réunissaient en fait sur une question un peu d'ADN, on va dire. Et du coup, à partir de là, elle a initié des sessions de brainstorming sur les pauses déjeuner, venez qui veut. On a remis sur paperboard ces trois groupes de mots et d'expressions de comportements. Et on a itéré dessus ensemble en se disant, OK, qu'est-ce qu'on essayait de dire par là, quels mots on peut mettre sur ces comportements. Du coup, ce qui était assez sympa, c'était initié côté marketing, c'était aussi de se dire, trouvons une expression, un mot, un jeu de mots, quelque chose qui montre aussi un peu l'ADN qu'on a toujours essayé d'avoir chez Chouvert Privé, le côté un petit peu élégant, impertinent. Donc, on essayait de faire des petits jeux de mots. Et donc, ça a été comme ça des itérations qui ont duré quand même quelques semaines. Et après, il y a une petite équipe projet qui s'est formée. Différente du coup des personnes qui venaient brainstormer. Alors, c'était des personnes qui avaient participé au brainstorming, mais il n'y avait pas de directeur, c'était des collaborateurs. Donc il y avait pas mal de personnes du marketing, une personne de l'équipe RH. Ça a été quand même assez mixte en fait. Je dirais qu'ils étaient sur la fin peut-être 5-6 personnes vraiment impliquées sur cette question-là. Et du coup, le travail qu'ils ont fait, c'est trouver cette fois-ci le nom de nos valeurs, comment on les décrit, comment on va les animer demain, comment on veut les présenter en interne. Et il y a eu forcément un travail d'itération aussi avec le comité de direction, les fondateurs, pour qu'on s'assure que tout le monde était aligné avec ça. Et donc, ça aboutit à nos 3 valeurs qui sont aujourd'hui plutôt bien animées. Et c'est intéressant que ça soit justement pas l'équipe People, mais que le sujet a été pris par l'ensemble de la boîte. Et même s'il faut forcément quelqu'un pour insuffler un peu, tu disais les jeux de mots, etc. Il y avait quand même quelqu'un qui honnait un peu le sujet. Ouais, c'est ce que moi j'en ai retenu, c'est que c'est forcément quelque chose qui nous touche quand on est RH, on a envie de driver, qu'on a envie de pousser. Et en fait, aujourd'hui, on est les premiers à les animer et on est très corpo sur le sujet des valeurs, forcément. Mais c'est que le fait que ça ne vienne pas de l'équipe RH et que tout le monde soit intégré au début de la réflexion, ça a vraiment bien pris. Alors après, ça fait encore que quelques mois, donc le challenge pour nous, c'est que ça continue à vivre et qu'on arrive à en faire quelque chose. Mais en tout cas, je pense que tous les gens qui ont participé à cet offsite se reconnaissent dans les valeurs. Après, on en parlera peut-être. Il y a le challenge de tous les gens qu'on a recrutés depuis, ça fait presque 1 an, donc une centaine de personnes de plus. Mais oui, ça n'a pas été initié par les RH et je pense que c'est entre autres ce qui fait que ça a vraiment bien pris. Ça n'a pas été, les RH vous ont pondu 3 valeurs, voilà, maintenant comportez-vous comme ça, quoi. Christophe, ce travail, il a aussi été fait au sein de Mano Mano. Pourquoi c'est important de chercher à redéfinir ces valeurs et quel est un peu le rôle structurant de ces valeurs au sein de votre entreprise? Alors, en comparaison, en fait, il s'est fait de manière un petit peu différente chez nous. Il se trouve que l'année dernière, on a recruté plus de 200 personnes en 12 mois. Ça fait un peu de monde. Et ça fait du monde. Et le temps est venu à un moment de refondre tout ça, de refondre ces valeurs. Et ça a été assez intéressant parce qu'elles étaient au départ très portées par les 2 fondateurs. Et après 5 ans d'existence, ils ont ressenti le besoin de cette refonte. Il y avait eu tout un travail fait aussi sur l'identité de notre marque, donc il y a des choses qui convergeaient. Mais surtout, ils avaient constitué une nouvelle équipe de direction autour d'eux. Et ce qui est très beau, c'est que moi j'ai eu l'impression d'un passage de flambeau, où en fait ils nous ont dit, voilà ce sur quoi on était jusqu'à présent. Donc voilà un peu nos principes, c'est-à-dire à la fois là d'où on vient, mais là où on a envie d'aller. Et en fait, tout le comité de direction a travaillé de manière très étroite pendant 6 mois ensemble pour redéfinir ce qu'on a appelé notre Mano Manifesto. Je vous en ai même amené un petit exemplaire. Mais pour définir à la fois la mission, la vision, nos valeurs, donc l'audace, l'ingéniosité et la bienveillance, mais aussi les forces vitales. Les forces vitales qui sont un petit peu l'environnement dans lequel on évolue et l'ADN qu'on souhaite préserver. Qui est du coup un petit peu différent et qui est un petit peu différent, exactement, dans lequel il y a l'agilité, la rapidité, le fait d'être data-driven, et puis justement ce feu entrepreneurial dont je parlais. Et ça, c'est pas des valeurs, mais c'est plus des comportements qu'on souhaite voir. Et en fait, nous-mêmes, j'allais dire le comité de direction, on a après transmis ce flambeau
avec une cérémonie qui a eu lieu en début d'année dernière, fin d'année scolaire, c'était en octobre de mémoire, début octobre. Et ça a été quelque chose d'assez fondateur, d'important. Et après, ce flambeau, il a été transmis parce qu'il y a plusieurs projets, une vingtaine, qui ont été disséminés dans l'entreprise pour savoir comment on pouvait faire vivre ça au quotidien pour qu'il y ait vraiment une appropriation de l'ensemble de nos employés. Et justement, aujourd'hui, comment elles vivent un peu ces valeurs? C'est à travers, tu le disais, différents projets. Est-ce que tu as un exemple à nous donner de ce que ça peut donner? Alors, en fait, il y en a un certain nombre. Alors, bien sûr, ça se traduit à travers des rituels. Hein, et toutes les boîtes ont leurs propres rituels. Nous, il y a quelque chose qui est connu depuis longtemps, qui était le fait que quand les gens arrivent pendant leur onboarding, ils montent leur chaise. C'était le test. Du reste, quand ça fait sens avec votre activité. Ma petite fille était terrifiée que je sois incapable de monter ma chaise, mais j'ai réussi à la monter. Et maintenant, tout le monde a une chaise, et donc on s'est réinventé en essayant de trouver d'autres rituels un peu de cette nature-là, et puis il y en a plein qui sont disséminés. Mais je crois qu'au fond, ce qui est important, c'est il y a ces rituels, mais il y a aussi le fait de les vivre au quotidien, et de les vivre, j'allais dire, dans les décisions qu'on prend tous les jours. Et là, il y a des décisions business importantes qui ont été prises et qui reflètent nos valeurs. Du reste, quand il y a des décisions importantes à prendre, et qu'on hésite, c'est souvent en se référant à nos valeurs qu'on sait que c'est la bonne chose à faire. C'est aussi des choses qu'on a déclinées dans notre organisation, ou même au quotidien, j'allais dire pendant toute la vie de l'employé, que ce soit lors du recrutement, je pense qu'on y reviendra, que ce soit lors de l'onboarding, parce que la première chose dont on parle aux gens qui nous rejoignent, c'est ce Mano Manifesto, et du reste, on en donne un petit exemplaire à chacun. C'est quelque chose qu'on va faire vivre dans la vie de tous les jours, mais aussi à certains moments importants de la vie de l'employé, que ce soit dans les évolutions, dans les promotions, dans les comportements managériaux qu'on va chercher. Et ce qui est important, c'est que nous, on pense que ce n'est pas juste l'équipe People qui est en charge et qui est juste garante de ces valeurs. Alors certes, on a un rôle particulier, mais le message qu'on porte à chaque personne qui nous rejoint, c'est qu'à partir de maintenant, chacun porte et est une petite pierre de mano à mano, et chacun est accountable et responsable de prendre soin de ses valeurs. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait de faire vivre les valeurs dans le management, dans les comportements, et on en parlait aussi avant, c'est aussi l'envisager dans des cas qui ne sont pas forcément les plus faciles. Tu parlais de la bienveillance, il faut aussi l'envisager de comment tu restes bienveillant dans des cas un peu compliqués, quoi. Oui, exactement. Alors, nos valeurs sont les valeurs ne sont pas spécifiquement humaines, elles sont à la fois business et humaines. L'audace dans le business, de lancer des paris et de lancer des nouvelles lignes de métier, comme par exemple on a lancé Mano Mano Pro il n'y a pas très longtemps, ou on a lancé plein d'activités dans le domaine logistique pour accompagner. Donc les valeurs, elles peuvent être business, en l'occurrence l'audace. C'est dans l'ingéniosité, la capacité à faire, à répondre à certaines problématiques de fond en trouvant des chemins de traverse. Et du reste, comme on avait du mal à recruter dans le domaine de la tech, on a fait le choix d'ouvrir à Bordeaux, d'ouvrir à Barcelone, justement pour de manière rapide réussir à répondre à cette question. Et puis tu parlais de la bienveillance, c'est vrai qu'elle est spécifiquement humaine, mais ce qui est assez compliqué de la bienveillance, d'abord, c'est que c'est très à la mode et c'est un concept qui peut être facilement galvaudé. Et nous, on y met deux choses qui sont très importantes. Il y a une part à la fois de respect, et donc la bienveillance, elle s'exerce à 360. C'est pas juste des managers vis-à-vis de leurs équipes, c'est aussi vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de son propre management, en assumant et en voulant le bien de l'autre, c'est-à-dire quand il y a des décisions qui sont prises, d'essayer de comprendre d'abord pourquoi ces décisions ont été prises et quelle était l'intention systématiquement. Et puis derrière, d'être capable, en fait, c'est facile d'être bienveillant quand tout va bien, mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire être bienveillant justement quand il y a des choses qui sont plus compliquées. Et c'est d'avoir l'honnêteté, d'avoir la rigueur et le courage quelquefois de faire des feedbacks qui ne sont pas positifs, mais des feedbacks qui sont constructifs. Et donc voilà, il y a une forme derrière la bienveillance d'exigence qu'on essaye de faire vivre au quotidien. Milena, les nouvelles valeurs que vous avez construites, qu'est-ce que ça change en fait dans le quotidien de Captain aujourd'hui?
Ouais, alors je ne sais pas si ça change quelque chose dans le quotidien, mais en tout cas, on a mis des mots dessus, on les a communiqués plus largement. En plus, on a essayé de le faire au moment où on changeait en plus de nom, donc il y avait globalement un changement accompagné dans l'entreprise. J'ai surtout l'impression que ça a pas mal sensibilisé les managers et que l'équipe RH, on s'est aussi retrouvé autour de ces valeurs. Pour rebondir sur ce que tu disais, je suis assez d'accord sur le fait que c'est la responsabilité de tout le monde. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a un poids assez lourd quand même quand on est RH et manager. Je mettrais les deux au même niveau, dans le sens où en fait c'est important de pouvoir appliquer ces valeurs dans des situations qu'un collaborateur ne va pas forcément vivre. Donc pour m'expliquer, quand on est RH, quand on est manager, on prend des décisions de recrutement, on prend des décisions parfois de se séparer d'une personne, on forme des gens, on prend des décisions de renouveler des périodes d'essai. Donc je ne cite pas tout ce qu'on fait, mais mine de rien, on est quand même sur beaucoup de situations qui vont fortement impacter un collaborateur. Et c'est dans tous ces moments qu'on peut justement faire jouer ces valeurs. Et donc j'ai moi la sensation, après il faudrait sonder presque tous nos managers et toute l'équipe RH, mais j'ai la sensation que du coup dans tous ces moments clés, il y a peut-être une responsabilité un petit peu plus forte de se dire, alors il y a une valeur que nous on n'a pas nommée, mais je pense que toutes les entreprises maintenant parlent d'innovation. Si on se dit qu'on veut être innovant et qu'on vire la première personne qui a pris une initiative un peu différente et qui s'est plantée, ça marche pas quoi en fait. Donc c'est quelque chose qui est important. Nous, le travail du coup qu'on a essayé de faire, et on est en plein dedans, ça a été de se dire ok, on va essayer de mettre sur un énorme tableau tous les points de contact qu'on a nous équipe RH avec les collaborateurs depuis le recrutement, le petit no man's land où la personne est recrutée mais pas encore arrivée, l'onboarding et l'expérience collaborateur. Et en fait on a essayé de se dire ok, à chacune de ces étapes, quelle valeur ressort, et est-ce que, déjà première question, est-ce que nos valeurs vivent dans nos process et dans ce que nous on propose comme expérience aux candidats et aux collaborateurs. Et c'est surtout ce travail-là, je trouve, qui a été assez intéressant. Et c'est ce qui nous a fait prendre conscience, je pense, en tant qu'équipe RH, pour témoigner de cet aspect-là, de l'importance justement de ne pas avoir juste des beaux stickers. Si on a fait un super travail sur nos stickers, mais c'est pas Quand que même. ça, quand même. Et demain, on aura peut-être des super affiches dans la cafette. Mais en fait, au-delà de ça, on s'est dit, OK, comment on montre, par exemple, une de nos valeurs. On parle de feel free, de communication directe, d'aller voir les gens, de poser des questions. Comment nous, équipe RH, on arrive à refléter cette valeur-là. Donc voilà, on a pris nos 3 valeurs et on a itéré tous ensemble 3 post-it de 3 couleurs différentes. À quel moment on reflète telle valeur, à quel moment on reflète telle valeur. Et ça a été un vrai travail intéressant. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a amélioré certaines choses par rapport à ça, mais honnêtement, c'est pas simple. Parce qu'encore une fois, la responsabilité, elle est aussi côté manager. Si nous, on souhaite accompagner des personnes, les former, les faire évoluer, et qu'à côté, un manager veut se séparer d'une personne, c'est toujours les éternels débats RH manager. Et ça se travaille, j'imagine que les valeurs, elles vont aussi être re-questionnées peut-être quand vous serez 500 ou 600, enfin, ça bouge toujours. Ouais. Et je sais pas, j'imagine qu'on en parlera, il va y avoir un enjeu pour nous, donc j'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est quand on sera plus nombreux aussi à l'étranger. Aujourd'hui, à Lisbonne, ils sont une quinzaine, à Londres, ils sont en train de grandir, mais c'est encore une petite équipe. Je pense qu'on va avoir un vrai enjeu le jour où on aura dépassé les 400 personnes et qu'on sera répartis sur 5, 6, 7, 8 villes peut-être, et où là, en fait, je sais pas s'il faudra redéfinir nos valeurs, mais par contre, il faudra vraiment se poser la question de comment on les fait vivre. Et ce que je disais sur le côté management et RH, comment on s'assure que les managers à Lisbonne se comportent et prennent des décisions qui sont en accord avec les valeurs qu'on a définies. Donc ça va être un beau challenge pour nous, je pense. Tu commençais à l'amorcer tout à l'heure, les valeurs, c'est aussi important dans la manière dont tu recrutes, et notamment en phase d'hypercroissance où tu as beaucoup de recrutement. Ouais. Toi, tu me disais qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitiez pas, c'est que les valeurs soient discriminantes sur le recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ça, c'est un sujet qui moi, je trouve passionnant, forcément, dès qu'on arrive à parler du recrutement. Et d'ailleurs, donc, hier, il y avait une conférence qui s'appelle Trou Paris, et je reconnais au moins une tête d'une personne qui y était. Il y avait une petite session qui parlait de ce sujet-là, et ce qui était hyper intéressant, c'est que finalement, ça dépend du stade en fait, de développement de son entreprise. Je pense que quand on est 15, 20, jusqu'à peut-être 30, je sais pas, c'est hyper important, j'imagine, de recruter sur les valeurs. Par contre, du coup, mon témoignage est très axé sur le fait qu'on est aujourd'hui 280. Et en fait, c'est aussi lié à l'intensité de la culture de son entreprise. Donc, si je devais, moi, mettre un curseur, je dirais que chez Captain, on a une culture qui est présente, mais on n'est pas au niveau secte, pour reprendre l'expression de certains candidats qui quittent des entreprises parce que culture trop forte, trop intense, et ils s'y perdent, en fait. Donc, on a quand même une culture qui fait que je pense qu'on peut quand même s'intégrer, même si on n'a pas les 3 valeurs à 100%. Et donc, quand on en a discuté avec l'équipe RH et surtout au recrutement, on s'est dit,
est-ce qu'on a envie de discriminer certains candidats sur nos valeurs? Donc, plus concrètement, c'est-à-dire, on a 3 valeurs. Si on a un candidat qui n'a pas le feel free dont je parlais, est-ce qu'on se dit on le recrute pas? Et la décision qu'on a prise, c'est non. En fait, si on est persuadé que cette personne est compétente, qu'elle a les bonnes soft skills, qu'elle a un bon potentiel et qu'elle a surtout envie de venir, on lui laisse sa chance et on se dit que c'est à nous, équipe RH, manager, entreprise, de donner l'exemple et de faire en sorte que peut-être cette personne pourra développer son feel free et sortir de son expérience Captain avec ça en plus. Donc ça, c'est un premier élément. Et pour aller plus loin, donc je parlais du travail qu'on avait fait sur s'assurer que nos process reflètent nos valeurs. Ce qui est quand même important, c'est que le candidat puisse avoir le choix et qu'il ne se retrouve pas coincé dans une entreprise où en fait les valeurs ne lui parlent pas. Donc on a quand même essayé de s'assurer que notre processus de recrutement reflète au maximum les valeurs pour qu'un candidat puisse se dire ok, en fait là par exemple, je sais pas, ça va trop vite, on me met un peu trop je le ressens comme de la pression, ça me stresse. Ça nous est arrivé d'avoir des candidats qui se stoppent dans le process. En fait, vaut mieux qu'ils s'arrêtent maintenant, il se sentira très mal chez nous. Donc on essaye quand même de faire en sorte que notre process de recrutement reflète nos valeurs. Ce qui fait que je pense qu'il y a peut-être des candidats qui, en faisant des process avec nous, se disent c'est pas pour moi, et finalement tant mieux. Mais nous, on fait le choix de pas trop discriminer sur les valeurs. Forcément, on le prend en compte, je peux pas dire l'inverse, dans le sens où je parlais de soft skills. Les soft skills, c'est la partie comportementale, attitude. Les valeurs, c'est la même chose. Donc l'esprit d'équipe revient souvent dans les soft skills qui sont demandés par les managers. Ça revient, avec, on parlait de bienveillance, nous on parle de tech care, c'est un peu la même chose. Donc il y a quand même des choses qui ressortent, mais certaines équipes ne vont pas avoir vont avoir 2 valeurs essentiellement qui vont ressortir dans les soft skills et une un petit peu moins. Et en fait, c'est pas hyper important dans le recrutement. Ouais, exactement. Christophe, vous avez mis quelque chose en place chez Mano Mano qui est assez intéressant pour toujours aussi vous assurer du fit culturel des candidats. Je veux bien que tu nous parles un petit peu de ce programme. Alors effectivement, en fait, le projet Mano Mano, c'est quelque chose qui est à la fois magique, mais qui est fragile. Et en fait, on s'est dit que c'était important dans le recrutement d'arriver à apprécier le fit des candidats avec nos valeurs. Effectivement, je suis d'accord qu'il ne faut pas du tout tomber dans un esprit sectaire. Je pense que ce n'est pas le but, mais l'idée, c'est pas forcément non plus prendre n'importe qui si jamais c'est pas quelque chose dont on sentait que ça pouvait marcher. Et dans notre process de recrutement, il y a très souvent à peu près 4 entretiens. Et on a essayé là de combiner quelque chose de business et d'humain. De business, c'était l'idée d'avoir parmi ces 4 entretiens une personne qui vient faire passer l'entretien, un intervieweur qui ne fait pas partie de l'équipe en question, pour avoir un regard autre, un regard externe par rapport à la hiérarchie, aux RH qui sont complètement impliqués là-dedans. Donc ce regard externe, mais en plus ce regard externe, en fait, on a appelé ces gens-là des Mano Value Ambassadors, c'est-à-dire c'est les ambassadeurs de nos valeurs qui auront pour rôle particulier d'apprécier justement ce fit par rapport à nos valeurs et de voir en fait sur l'audace, l'ingéniosité, la bienveillance, comment est-ce que la personne qui va nous rejoindre, comment est-ce qu'elle s'intégrera. Et quand bien même, voilà, tout n'est pas toujours parfait, etc., là où on peut s'apercevoir qu'une culture est forte, c'est de s'apercevoir que certains comportements peuvent aussi évoluer et dans le bon sens. Et j'allais dire de libérer du potentiel. Quelqu'un qui est plus réservé, d'arriver à avoir chez cette personne-là plus d'audace qui se déploie, ou quelqu'un qui peut être peut-être un peu dur dans ses relations, etc., mais qui petit à petit, j'allais dire, se patinera avec le temps pour voilà, porter lui-même ce projet dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur ces Mano Values Ambassadors, comment vous les recrutez? Je ne sais pas si on peut parler de recrutement. C'est exactement ça. Et comment vous les formez? Déjà, on a parlé de ce programme qui a reçu un assez grand succès et on a fait appel à des candidatures. Et alors, il y a vraiment eu des lettres de motivation pour être Mano Value Ambassador. Donc, en interne, les gens vont rédiger leurs petites lettres. Les gens ont postulé parce que ça demande une implication particulière, c'est de rester pour faire passer des entretiens, mais c'est tout un métier aussi, et ils sont formés et accompagnés pour ça. Et c'est voilà, il y a sur le process de recrutement un volet. D'abord, on forme beaucoup de nos collaborateurs au process de recrutement, mais pour ces Mano Value Ambassadors, il y a un accent particulier qui est mis sur ce sujet-là et comment est-ce qu'on arrive à apprécier ce fit. Donc voilà, et aujourd'hui on en a une vingtaine.
Ouais, donc il y a un vrai sujet d'engagement aussi où ces personnes qui vont décider de faire ce process et ce programme avec vous vont rester, vont être formées sur le long terme et Exactement. participent à tout ça, quoi. Non, Milena, une autre question. Est-ce que, enfin, je connais déjà ta réponse, mais qu'est-ce que tu penses des Spoiler. entreprises qui notent les valeurs? En fait, comment on peut évaluer sans pour autant être trop dans une grille hyper fixe? Dans le process de recrutement? Ouais, tout à fait. Ok. En fait, nous, on le fait pas, mais ça veut pas forcément dire que c'est pas une bonne chose. Et donc, avant d'arriver chez Captain, j'étais chez Ubisoft, et si je devais mettre un curseur, je pense que la culture chez Ubisoft est peut-être un peu plus intense. Et du coup, dans la manière dont on testait nos candidats, c'était peut-être un peu plus fort. Après, globalement, je suis pas forcément fan du côté notation. Sur les valeurs, c'est quand même difficile à évaluer. Mais non, je dirais que ça dépend des entreprises, du contexte, de l'intensité de la culture. Nous, en tout cas, on note pas nos candidats sur les soft skills, sur les hard skills. On essaye d'évaluer ce qu'ils ont et est-ce qu'on sent un potentiel. Mais le côté notation, bon, c'est un avis personnel, je suis pas forcément très fan. En phase d'hypercroissance, est-ce qu'on s'intéresse à d'autres types de candidats, à d'autres profils que dans une phase normale ou qu'au tout début d'une entreprise? Oui, alors déjà, le premier élément qui me semble évident dans phase hypercroissance, on parle de potentiel depuis tout à l'heure, mais en fait, pour le définir un petit peu et parler un tout petit peu de théorique, en tout cas, nous, on l'a défini sur quelques critères, notamment le fait d'être capable de s'adapter rapidement au changement, d'être plutôt ambitieux, d'être déterminé dans l'atteinte de ses objectifs, de pas aussi avoir peur d'aller vite, si je dois le décrire comme ça, parce que tout bouge tout le temps. Donc, je pense que ça, c'est le premier point qu'on a mis en place dès qu'on a lancé l'équipe recrutement. C'est de dire, OK, bah, on va mapper nos postes sur des hard skills et sur des soft skills, et ça, c'est un énorme travail à faire. Et en fait, au-delà de ça, il va y avoir une base commune sur tous les postes, un chargé de clientèle, un DRH, un DAF, un responsable marketing. C'est le côté potentiel. Et il est hyper important, surtout sur des profils plus juniors. C'est qu'on essaye de tester justement à quel point la personne va être capable de s'adapter avec notre hypercroissance. On n'a pas trop parlé, mais un énorme enjeu qu'on a, nous, c'est que notre organisation bouge tout le temps. Et malgré ce côté potentiel, et on a quand même une proportion énorme de gens qui s'adaptent vite, c'est pas facile tous les jours. Il y a quand même des questions lourdes de changement hiérarchique, nous, on est en pleine phase où on est en train de dissocier ce qu'on va appeler l'équipe globale, donc siège des équipes locales, c'est nouveau. Donc il y a tout le temps des changements. Donc forcément, je dirais que c'est un point hyper important et super difficile à détecter, mais en tout cas, on essaye en entretien de tester les candidats là-dessus. Il y a un autre élément peut-être en phase d'hypercroissance, c'est de recruter des gens qui ont vécu ça. Parce que finalement, quand la boîte s'est montée, les fondateurs n'ont pas forcément recruté des gens qui avaient vécu des phases d'hypercroissance, et c'est devenu un critère petit à petit, et ça l'est aujourd'hui beaucoup. Il y a pas mal de managers qui nous disent, voilà, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a déjà monté une équipe, qui a déjà scalé un business, ou un ancien entrepreneur. Donc ça devient aussi un critère que nous, on va beaucoup rechercher. C'est pas forcément facile, parce que du coup, je pense qu'on est tous à la recherche de Des ces mêmes pépites talents. rares qui ont déjà monté des boîtes et qui ont déjà vécu de l'hypercroissance. Et puis l'autre sujet aussi qu'on a en ce moment, c'est d'essayer de recruter des profils plus seniors. Et en fait, c'est assez paradoxal avec le fait qu'on fait beaucoup de promotions internes. Donc en fait, on a beaucoup de jeunes managers qui sont managers pour la première fois chez Captain. On a des managers qui ont 22 ans, d'autres qui sont un peu plus seniors. Et pour autant, on a besoin de senioriser sur certains domaines d'expertise. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, il y avait un métier qui englobait 2-3 casquettes, et puis on grandit, ces 3 casquettes deviennent 3 postes, et l'une de ces casquettes, on se rend compte qu'en fait c'est une sacrée spécialité, et du coup on a besoin d'un expert, et potentiellement cet expert il a 10-15 ans de plus que son manager qui était là depuis le début. Donc pas simple, et c'est là où les valeurs du coup sont super importantes. Ça a plutôt bien marché pour l'instant. On a intégré quelques personnes, comme je disais, qui avaient ces 10-15 ans d'écart avec leur manager. Ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que c'est essentiellement dû au fait que les gens, donc ces personnes, en venant en entretien, ont vu qu'on cherchait leur expertise, ont, j'espère, ressenti un peu nos valeurs via le process, via les personnes qu'elles ont rencontrées. Et en fait, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien sur les 3 exemples que j'ai en tête. Mais c'est vrai qu'on est régulièrement à la recherche de profils seniors, je pense sur des équipes tech aussi, où en fait on est complètement partant pour recruter un développeur qui a 50 ans, et on a parfois du mal en fait à attirer aussi des profils plus seniors, parce que je pense le côté start-up, alors on parle de scale-up maintenant, 29 ans de moyenne d'âge, on va sur notre page welcome, on voit la table de ping-pong et compagnie, donc il y a certains profils qui ça fait pas forcément envie, donc c'est un vrai challenge. Donc c'est, je dirais, les 3 critères type de profil qu'on cherche en ce moment. Christophe, est-ce que on retrouve un peu les mêmes attentes chez Mano Mano, et comment on fait aussi l'équilibre entre
les juniors et les seniors, c'est-à-dire que si tu rentres en phase d'hypercroissance et tu recrutes que des profils seniors, ça peut aussi être quelque chose qui va faire changer ta culture d'entreprise, parce que ces gens-là viennent avec un bagage important en termes de culture. Oui, tout à fait. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire un mot, parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui est très délicat, qui est comment on apprécie les valeurs et comment on les fait vivre sans forcément les noter. Et nous, on a mis en place quelque chose qui me semblait intéressant, qui est que, en fait, quand on regarde la promotion de quelqu'un, pour le faire passer d'un poste au poste d'après ou au poste du dessus, en fait, on évalue tout un tas de hard skills et de soft skills qui sont des compétences pour pouvoir prendre un job avec un scope plus grand. Mais en fait, au-delà de ça, les exemples que l'on va donner pour illustrer cette capacité à prendre le job d'après, ça va justement être des exemples tirés de nos valeurs, en disant, ben voilà, sur tel sujet, il a réussi à se montrer audacieux pour relever un défi. Et donc, à la fois, on ne le note pas, mais à la fois, elles sont incarnées au jour le jour. Et dans les exemples qu'on va prendre pour illustrer cette progression, on va le tirer des valeurs. Donc, voilà. Et alors, sur le sujet d'après, moi, je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu as dit, Milena. L'idée qu'en fait, on est en déséquilibre à vendre en permanence. Et la question, elle se pose dans comment est-ce que finalement on muscle les équipes. Et il y a deux manières de faire. Il y a en musclant le muscle interne, j'allais dire. Donc quand on a des jeunes managers qui sont promus ou qui se retrouvent du jour au lendemain à la tête de 2 personnes, 5 personnes ou 10 personnes, ben, c'est de les accompagner en essayant de faire vivre, j'allais dire, nos principes managériaux qui, eux, nous permettent de nous assurer que le management qui grandit lui aussi fait vivre nos valeurs. C'est des principes d'exemplarité, c'est des principes de service, d'être au service de son équipe, c'est des principes aussi de réfléchir à la juste place de chacun, comment on s'assure que voilà, chacun au sein de l'équipe est exactement à sa juste place. Donc faire grandir nos managers nouvellement nommés, mais il y a aussi l'idée de pouvoir faire venir des gens en avance de phase, c'est-à-dire des gens qui ont connu la phase d'hypercroissance ailleurs et qui seront capables, j'allais dire, pendant un temps, de relever les défis qu'on a et qui ne sont pas des défis pour demain ou après-demain, qui sont des défis immédiats. Et donc, c'est un équilibre permanent à trouver entre le sous-staffing, le surstaffing, mais de toutes les manières dans une locomotive qui va vite, quoi. Sur le sujet de la croissance, il y a aussi un sujet d'organisation. Vous parliez de la promotion interne. Est-ce que dans les méthodes de travail, il y a aussi des choses qui ont changé? Est-ce que tu travailles en fait différemment, les process sont différents aussi? Ouais, j'allais spontanément forcément parler des process. C'est, je pense, le premier impact qui a peut-être fait partir d'ailleurs des gens qui avaient connu le côté early stage de on est 50 et en fait on tient tous dans une salle. Ouais, en premier, il y aurait sûrement plein de choses à dire. Je pense que c'est les process et ce que je disais tout à l'heure sur le fait de splitter l'équipe globale et l'équipe locale. Ça fait qu'il y a des personnes qui avaient l'habitude de tout gérer, d'être à la fois sur le terrain et de faire la stratégie, et qui se sont retrouvés dans une situation où fallait qu'ils choisissent entre je reste sur le terrain mais du coup je m'occupe que de la France, ou je passe en global mais du coup je m'occupe de la stratégie et c'est pas moi qui vais je sais pas, être en direct avec nos chauffeurs, être en direct sur la campagne marketing. Donc ça c'est quand même un sacré challenge. Donc c'est l'élément principal qui change. Après, je pense que d'ici 100, 150 personnes de plus, j'aurai sûrement plein de choses à raconter. On est encore dans une taille où on tient tous sur 2 étages, on est tous dans le même bâtiment, en tout cas au moins à Paris, après les équipes qui sont à l'étranger. Et j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé la manière dont on travaille. Il y a pas mal de choses qui reflètent les valeurs de Captain, mais vous verrez rarement des réunions de plus de 30 minutes, par exemple. En général, les réunions commencent à l'heure. Il y a un peu le côté, on doit aller vite sur ce qu'on fait, on essaye d'être pertinent. Il y a toujours cette discipline-là qui est en place, même à ouais, 300. Exactement. Et puis, je pense qu'il y a aussi des choses qui perdurent sur... il y a un côté data-driven dont tu parlais qu'on a aussi, où ça, on essaye de le garder, et c'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on peut pas essayer de comparer nos chiffres avec le côté un peu plus stratégique. Donc c'est juste les process qui peuvent être un tout petit peu plus longs, et puis le split entre est-ce que je fais de la stratégie, est-ce que je suis sur le terrain, qui peut un petit peu impacter. Mais pour l'instant, on n'a pas encore explosé le nombre de collaborateurs au point d'avoir vraiment changé les méthodes de travail, je dirais. Ouais. Christophe, vous êtes aussi sur plusieurs sites. Du coup, j'imagine que ça engendre différentes choses. Sur les méthodes de travail aussi, il y a eu des conséquences.
Indépendamment du multisite qui a, j'allais dire, tout complexifié, notamment tout le travail de remote. Le remote, c'est à la fois des logiciels qui permettent de travailler facilement à distance, mais c'est aussi une culture de s'assurer de travailler ensemble sans être physiquement présent au même endroit. Du reste, on avait hésité à mettre tout le monde au même endroit face à cette hypercroissance, et on a fait le choix d'être en multisite pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je me suis aperçu que ce multisite, finalement, a renforcé nos valeurs parce qu'on passe notre temps à se demander quelle est notre culture et comment on la fait vivre. Et ça nous a forcé à être ingénieux, à aller un cran plus loin. Et puis pour revenir au process, alors c'est vrai que le mot process dans une startup, c'est un gros mot. Donc personne n'en veut, etc. Mais si on y réfléchit, en fait, on passe tous notre temps à faire des process. C'est-à-dire plutôt que de faire A, B, C de 3 manières différentes, on va réfléchir à comment on peut le faire vite et bien en une fois et en répliquant les choses. Et derrière le mot process, il y a une question un peu d'efficacité collective. Et aussi, quand on lève de l'argent et quand on fait le choix de ne pas être profitable pour aller faire de la croissance, on a l'obligation d'être frugaux dans la manière dont on dépense nos ressources. Et donc, on est obligé, en fait, de mettre en place un certain nombre de choses d'un point de vue organisationnel, décisionnel, etc. Et comme tu le disais, Iléna, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des phases. L'entreprise, elle passe des phases. Là où on a essayé de faire attention, c'est malgré tout de garder une forme d'agilité, et notamment d'un point de vue de la gouvernance ou de la prise de décision, que surtout les choses ne soient pas centralisées et qu'on garde la prise de décision par les bonnes personnes au bon endroit. Et donc, en fait, on a mis en place au sein de l'entreprise un certain nombre de comités qu'on a appelés des gears, c'est-à-dire des engrenages en anglais. L'idée derrière ça, c'est pour reprendre l'idée de la courroie de transmission, de l'empowering, mais qu'il y ait donc les bonnes personnes au bon endroit chez Mano Mano qui continuent à prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui est processé, mais qui permet de rester agile, rapide, et surtout de continuer à chacun de grandir, parce que chacun est capable, dans ces différentes entités, de prendre les bonnes décisions. On a, j'allais dire, du point de vue de la tech, une organisation qui est relativement similaire, en tous les cas qui match avec cette organisation-là, avec tout ce qui est tribe, feature team. Et donc, voilà, de la même manière, c'est des petites équipes qui restent pleinement agiles, mais l'idée, c'est de s'assurer que l'ensemble fonctionne de manière cohérente. Milena, sur encore une fois le multisite, j'imagine que ça implique des nouvelles choses d'un point de vue communication. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus ou des warnings de choses? Quel est le niveau de transparence qu'il faut partager aussi avec les équipes sur les différents changements qui vont arriver? Alors on est en plein dedans. J'imagine que tout le monde connaît Slack, c'est l'outil qu'on utilise nous pour communiquer. Et là, on est en plein dans la discussion de, alors on va faire un channel Portugal et puis un channel France. Aujourd'hui, on a encore un channel général où il y a tout le monde et pas mal de gens continuent à parler en français. Et en fait, je pense qu'ils oublient qu'il y a quand même une partie des personnes qui ne parlent pas français. Donc oui, il y a ce côté-là. Mais après, je n'ai pas trop d'autres éléments pour l'instant parce qu'on est encore peu nombreux. Donc, je vais juste parler recrutement. Ça reste mon domaine d'expertise. Il y a un truc qui a été super important, c'est le recrutement du general manager de chaque ville qu'on a lancé. Où en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est cette personne va incarner l'image de Captain et surtout va être le CEO, le COO, le DRH, le DAF de son pays, en tout cas au début, jusqu'à ce que peut-être il structure. Et du coup, tout à l'heure, je parlais du fit culturel. Ces general managers, ils ont évidemment été ultra évalués sur cet aspect-là. On les a beaucoup testés aussi sur leur charisme, sur leur leadership, sur leur communication. Et par contre, on a, je pense, une volonté, comme je le disais tout à l'heure, et ça se voit sur l'organisation RH, de laisser quand même pas mal de marge de manœuvre au local. Donc en fait, on est en train de travailler dessus. Donc en fait, à part Slack, j'ai peu d'exemples. Mais par contre, on fait confiance à nos general managers en disant que voilà, aujourd'hui, c'est eux qui font vivre la culture. Moi, je ne me suis pas encore rendue à Lisbonne, par exemple. Je ne serais pas capable de vous décrire la culture dans les bureaux là-bas. Mais en fait, je ne m'inquiète pas du tout parce que notre general manager à Lisbonne, je trouve, reflète hyper bien l'ADN de Captain. Il est excellent dans sa communication. Je pense qu'il embarque bien l'équipe. Voilà, donc en fait, c'était juste sur le recrutement de ces personnes qui me semble vraiment... et d'ailleurs, c'est un trio de tête, hein, c'est le general manager. Et puis pour nous, c'est un équilibre entre des chauffeurs et des clients, donc un directeur opération, un directeur marketing. Et ce trio de tête, c'était la clé pour lancer une ville. Donc
c'est plus par le recrutement que je répondrai, mais après, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup d'input sur ce qu'on va mettre en place pour améliorer la communication. Ça me paraît évident qu'il va falloir qu'on travaille dessus. Ce sera pas ma responsabilité, mais je pense que ça va être un sacré challenge aussi. Ouais. Est-ce que chez Mano Mano, il y a des espèces de sous-cultures qui se créent dans les équipes ou dans les différents lieux où vous êtes présents? On a 2 fondateurs et on a 2 personnalités très fortes. Et c'est pas des sous-cultures, mais j'allais dire, il y a toujours il y a l'aspect tech et l'aspect business, l'aspect entrepreneurial. Et ces 2 cultures qui cohabitent pleinement, mais qui se retrouvent autour de valeurs communes. Donc je dirais pas qu'il y a des sous-cultures. Et le fait d'avoir fait différents bureaux, non, et je pense que chaque bureau aura sa personnalité. À Barcelone, il y a évidemment beaucoup d'Espagnols, mais on s'assure d'avoir des ponts, c'est-à-dire que les gens sur place aient la possibilité de venir évidemment à Paris, notamment au moment de l'onboarding, mais pas que, sur des événements réguliers. Et de la même manière, on a essayé de créer une mobilité interne pour pouvoir nous envoyer des gens sur place. Et je rebondis sur ce que tu disais, tu as parlé de la com interne. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a staffé trop tardivement. En fait, derrière la culture, le sujet de la com interne est absolument essentiel. C'est toute la question, au-delà du leadership, de comment est-ce qu'on embarque les équipes, comment est-ce qu'on communique, et systématiquement redire l'intention de ce qu'on veut faire. Alors tout ça, tout à l'heure, j'ai dit que c'était fragile. C'est vrai que ça demande pas mal d'humilité. Tous les sujets sur lesquels on travaille, je trouve que c'est des sujets qui sont compliqués. C'est des sujets complexes. Dans l'humain, en fait, il y a un corps organisationnel, émotionnel, qui peut réagir à tout un tas de décisions qui sont prises ou d'annonces qui sont faites. Et je pense que c'est vraiment important d'essayer de communiquer le plus possible, surtout qu'on est avec des générations qui sont très sur un mode horizontal et instantané. Or, ce qu'on est en train de construire, c'est quelque chose qu'on construit dans le temps. C'est un projet qui à la fois est rapide, mais qui se développe dans le temps. Et donc, je pense que c'est important de remettre de la perspective, c'est important de redonner du sens, et c'est important de toujours plus communiquer. Et ça, moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a un boulot très important, un boulot à sans cesse renouveler. Une dernière question avant de vous laisser la parole, c'est quoi les prochaines étapes, les prochains points cruciaux en termes d'organisation pour justement faire perdurer cette culture que vous avez construite? Ouais, alors au-delà de l'organisation, nous on a un challenge en ce moment, c'est l'international, mais à Paris. C'est-à-dire qu'on a tellement de recrutement, je vous ai donné quelques chiffres, qu'on est un peu obligé d'ouvrir nos chakras et d'aller recruter des personnes non francophones. Et du coup, on est à cette phase charnière où on commence à intégrer des gens qui ne parlent pas français. Et là, ça brutalise un petit peu la culture, où en fait, c'est une question de barrière de la langue. Il faut faire switcher toute une entreprise en anglais. Donc, je pense que c'est le gros challenge qu'on a en ce moment, c'est surtout d'avoir demain un siège parisien qui soit multiculturel, qu'on soit capable d'intégrer des Bulgares, des Ukrainiens, des Russes, je sais pas, peut-être des Espagnols. Et ça, c'est sacrément challengeant. On a intégré il y a peu de temps un développeur qui nous arrive de Mexico, et on a de la chance qu'il ait, lui, du coup, un fit énorme avec nos valeurs, et il s'est super vite intégré. Mais c'est toujours un peu stressant. Là, les prochains qu'on va intégrer, je pense que les 3-4 premiers, ça va être vraiment complexe. Donc, gros suivi à prévoir côté RH et manager. Et le deuxième challenge en termes d'orga, c'est de poursuivre ce que j'expliquais sur le split entre l'organisation un peu plus globale et locale, comment on organise un peu nos métiers, et puis aussi juste le fait d'avoir aujourd'hui 3 pays, ça fait que moi par exemple, j'ai pas non plus 10 000 interlocuteurs quand je parle de recrutement. Demain, s'il y a 10-15 pays ouverts, c'est juste l'organisation, comment on gère, est-ce qu'on se split par pays, est-ce qu'il y a des interlocuteurs liés, donc on va être obligé encore de réorganiser, je pense, de par cette croissance, mais internationale. Ouais. J'allais dire, Mano Mano va continuer à grandir, à recruter. J'allais dire, nous, les prochaines étapes, c'est de continuer d'abord à structurer tout un tas de choses dans le domaine RH, tout simplement, parce que notre première promesse, c'est de très bien faire ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, en fait, il y a toujours cette dualité entre, d'un côté, faire le run, c'est-à-dire continuer à servir toute la population Mano Mano, mais à la fois à structurer aussi des grandes thématiques comme celle, par exemple, de la mobilité, la thématique des promotions, de la formation, ou plus que la formation, l'aspect learning, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une organisation apprenante.
Voilà. Et puis au-delà de ça, on a un projet de fond qui, à la fois que notre équipe coordonne, mais qui se veut vraiment être complètement transverse et en associant l'ensemble des équipes, c'est un projet de sustainability. C'est-à-dire qu'il y a des attentes très fortes pour que, au-delà d'un succès, business, d'un succès de start-up et même d'un succès humain, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place tout le projet dont on a parlé longuement, d'essayer de voir comment est-ce que Mano Mano peut contribuer à sa manière dans notre domaine d'activité pour essayer, j'allais dire, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et cette sustainability, elle s'incarne un petit peu autour de 3 grands domaines, à la fois autour de notre catalogue, comment est-ce qu'on propose un catalogue, j'allais dire, qui d'un point de vue environnemental, sociétal, etc., pourra être différenciant. Tout un volet aussi autour de nos marchands, de nos partenaires, tous les gens avec qui on est en contact pour essayer de les embarquer dans cette aventure. Et puis au-delà de ça, travailler sur nos communautés et avec notre communauté, des communautés qui sont très demandeuses de tout ça. Et donc nous, l'idée, c'est que tout ça, ça voit le jour et puis que ça puisse prendre son envol. Merci beaucoup.